De simple officier à empereur des Français, Napoléon Bonaparte fascine. Pourtant, c'est l'un des personnages historiques qui divise le plus. Soit on l'adule, soit on le déteste. Dans cet épisode, j'explore les moments clés de la vie et du règne de Napoléon Bonaparte. D'abord, qui est Napoléon? Commençons par le décrire physiquement. La croyance populaire avance qu'il soit tout petit, d'où l'idée du complexe de Napoléon. Dans les faits, Napoléon mesure 1,68 mètres, ce qui représente 5 pieds 6. Parce que la population de l'époque est plus petite qu'aujourd'hui, la grandeur de Napoléon de nos jours correspondrait à 5 pieds 11. Bonaparte n'a donc rien de petit homme. Avant-garde pour ce qui est de la promotion de son image, réussir à aussi bien mousser sa personne est peut-être le plus grand accomplissement de Napoléon. Ça passe par plusieurs facteurs dont un contrôle de la presse et marquer l'imaginaire par une silhouette unique. D'ailleurs, le bicorne est un symbole napoléonien par excellence. Avec un style vestimentaire épuré, Napoléon pose les bases de la mode masculine des décennies à venir. Ce n'est donc pas si étonnant si Napoléon s'oppose au retour des perruques poudrées pour les hommes, les trouvant ridicules et d'un autre temps. Si Napoléon est souvent représenté avec la main dans son gilet, ce n'est pas pour le style, ce serait plutôt pour le soulager. Ayant au moins un ulcère à l'estomac, avec le temps, ça lui crée des maux de ventre. Le simple fait de mettre sa main dans son gilet et d'appuyer sur son ventre réduit la douleur, ce qui lui donne un temps de répit. La Corse. C'est l'endroit qui voit naître Napoléon. Une année avant sa naissance, Louis XV, le roi de France, envahit et annexe la Corse à la France. C'est donc dans une Corse conquise et annexée depuis environ un an que Napoléon voit le jour. Napoléon naît pendant une chaude journée du mois d'août 1769. C'est un accouchement difficile à un point où on craint de perdre l'enfant et la mère également. Napoléon grandit dans une famille aisée. Ses parents sont Charles Bonaparte et Laetitia Ramorino. Cette dernière sera un modèle et une forme d'autorité tout au long de la vie de Napoléon. Dû à la hiérarchie française d'avant la Révolution, la famille Bonaparte est réduite à peu d'avancement sociétal. Ça n'empêche pas Charles Bonaparte, le père de Napoléon, de s'intéresser à la politique et de créer de bons liens avec la France. La famille Bonaparte en vient à être anoblie par le roi de France. Cet avancement social se veut une situation inespérée. Aujourd'hui, nous utilisons le terme transfuge des classes pour expliquer ce que la famille Bonaparte doit ressentir. Du côté du roi français, on sent bien le désir de se trouver des alliés corses de taille pour mieux diriger ce territoire conquis. Durant ses premières années, Napoléon grandit dans un milieu composé essentiellement de femmes. Cela est dû aux absences répétées du père de famille, mais également au rôle central que jouent culturellement les mères dans les familles corses. Les Bonaparte n'échappent pas à cette coutume. Même lorsqu'il sera empereur, Napoléon aura une certaine forme de soumission envers sa mère, même s'il lui tiendra parfois tête. Mais bon, on n'est pas encore rendu là, Napoléon est encore un enfant. À 9 ans, Napoléon quitte la Corse pour devenir élève dans un collège militaire en France. Ce sont des temps de solitude pour Napoléon. Il est loin de sa famille et parle un dialecte corse. Dans les premiers mois, la communication avec les garçons de son âge est difficile. On se moque de son nom et de son accent. Après 5 longues années, Napoléon déménage à Paris pour intégrer la compagnie des cadets gentilshommes pour devenir officier d'artillerie dans l'armée royale. En 1785, son père meurt. L'année suivante, il revient en Corse pour la première fois depuis son départ pour la France. Quand la Révolution française éclate, la France se transforme complètement. Depuis les échos de la prise de la Bastille, la famille Bonaparte n'est plus aussi bien perçue en Corse. Malgré leurs origines corses, on les voit comme des traîtres. Le père de Napoléon fut tout de même anobli par le roi. En 1791, survient un incident qui aurait pu changer la suite de l'histoire française. Napoléon patine dans les douves de l'école militaire d'Auxonne. La glace où patine Napoléon cède, et le jeune homme tombe dans les eaux gelées. Il perd connaissance. C'est par une chance inouïe qu'il échappe à la mort. On ne peut pas imaginer ce qu'aurait été la France sans Napoléon. Impossible. Depuis l'éclatement de la Révolution française, Napoléon partage beaucoup d'idées avec les Jacobins, qui rassemblent grosso modo la gauche française. Durant l'été 1793, Napoléon s'ennuie. Il se lance donc dans l'écriture d'un pamphlet politique, le Souper de Beaucaire. À travers ces lignes, Napoléon raconte avoir conversé avec 4 marchands pour finalement dissiper leurs craintes en lien avec la Révolution et ses conséquences. Une fois publié, le pamphlet connaît un certain succès auprès des Jacobins, notamment chez le frère de Robespierre. Ce succès d'estime fait mûrir en Napoléon l'idée d'une vie d'écrivain à temps plein. Sa vie en sera tout autre. Après la Terreur, Napoléon participe à plusieurs soirées mondaines grâce à son ami Paul Barras. Né en Corse, la riche société française fascine Napoléon et le fascinera tout au long de sa vie.
C'est lors d'une de ces soirées mondaines que Napoléon rencontre Joséphine, la femme qu'il va éventuellement épouser. Bonaparte regarde d'un œil méfiant les salons mondains dû aux idées que les femmes peuvent y échanger, et se méfie par-dessus tout des femmes qui s'intéressent à la politique. En connaissant cette information, il n'y a nul doute que Napoléon est quelque peu misogyne. C'est une époque où la vaste majorité des hommes ont le même discours sur le rôle de la femme. Le chef militaire qu'est Napoléon se fait connaître pendant la Révolution française par son leadership. Rapidement dans la Révolution, la France est prise dans une série de conflits avec des monarchies européennes. Les rois d'Europe savent tous que c'est la population française qui a voulu que la tête du roi soit coupée. Qui dit qu'une chose pareille n'arrivera pas dans les pays voisins de la France? Le Royaume-Uni, le Saint-Empire romain germanique, la Prusse et la Russie veulent empêcher l'expansion de la Révolution. Devant ces attaques sur son territoire, l'armée française s'organise et passe à l'offensive. Napoléon Bonaparte en ressort comme un héros national. Le succès de Napoléon est dû à sa vision militaire. À cheval sur les champs de bataille, il incarne la virilité et surtout l'idéal masculin de son époque. Avec les attaques monarchiques qui veulent faire taire la Révolution et les idées qui l'animent, une nouvelle conception de l'armée voit le jour en France. Les soldats ne se battent plus pour un dieu ou un roi, mais pour leurs droits et leurs valeurs, le tout guidé par un élan de patriotisme. On s'inspire beaucoup de la Révolution française, mais aussi de la Révolution américaine. Les stratégies de combat de Napoléon passent par des tactiques basées sur des armées rapides et agressives. Contrairement aux autres armées de l'époque, les armées de Napoléon se composent de l'infanterie, de la cavalerie et de l'artillerie, c'est-à-dire d'une division à pied, une division à cheval et une division de canons. Chacune de ces divisions constitue une petite armée en soi, ce qui donne une plus grande flexibilité. Napoléon ne veut pas seulement battre son ennemi, il veut le détruire complètement. C'est le cas durant les émeutes de Paris où Napoléon s'illustre comme un tacticien hors pair. Les meurtres se règlent dans le sang et de nombreux monarchistes sont tués gratuitement. En 1796, Napoléon épouse Joséphine. Sur les registres, ils ont tous les deux 28 ans. Dans les faits, Napoléon se vieillit de 2 ans et Joséphine se rajeunit de 3 ans. Qui est donc Joséphine? Joséphine est une veuve d'un général et mère de 2 enfants. C'est une riche femme d'affaires qui possède des parts dans plusieurs compagnies. Elle a également un réseau politique auquel les Bonaparte n'ont pas accès. C'est peut-être les liens avec le pouvoir que détient Joséphine qui intéressent le plus Napoléon. C'est une époque où les mariages de raison sont plus prisés que les mariages de cœur. Toutefois, le couple marié semble réellement s'aimer, comme on peut le lire dans leur correspondance. Je veux enfin te présenter ma femme. Quand tu la connaîtras... Je n'ai pas à la rencontrer pour savoir qui elle est. Tu n'as pas fait un bon mariage, Napoléon. Tu méritais mieux. Les relations et l'argent de Joséphine rendent jaloux plusieurs membres de la famille Bonaparte. Peu de temps après le mariage, le clan Bonaparte accuse Joséphine d'adultère. Du côté de Napoléon, il semble avoir défendu l'innocence de sa femme avant de se rendre à l'évidence. Napoléon est cocu. Mais Napoléon rendra à Joséphine la monnaie de sa pièce en ayant de nombreuses relations extra-conjugales, souvent sans lendemain. Moi, ce soir, j'ai une femme à aimer et demain, l'Italie à reprendre aux Autrichiens. Quand une campagne pour envahir l'Italie s'organise, le nom de Napoléon revient sur plusieurs lèvres pour en prendre la tête. De retour victorieux de sa campagne en Italie, Napoléon cherche un nouveau défi militaire. Un certain Talleyrand propose à Bonaparte de quitter l'Europe quelque temps pour accroître sa renommée. Talleyrand voit en l'Égypte un territoire prenable par Napoléon. L'idée est alléchante pour le général Bonaparte, qui, en prenant l'Égypte, veut imiter les prouesses militaires d'Alexandre le Grand et accroître sa renommée. On dit que le Directoire, le gouvernement français de l'époque, aurait voulu éloigner Napoléon de la France puisqu'on constate que ce général vit une véritable ascension. On le voit comme un potentiel ennemi du Directoire lui-même. Cependant, en envoyant Napoléon en Égypte, il est possible que le général revienne encore plus victorieux qu'en Italie, et donc plus à même de rivalité avec l'influence et les pouvoirs des directeurs. Le Directoire est donc coincé dans ce dilemme. Confronter Napoléon maintenant, ou le laisser partir en Égypte, ce qui pourrait amoindrir sa popularité, tout comme la renforcer. Ce dilemme est d'autant plus important puisque les militaires jouissent d'une importante place au sein du Directoire. Auprès des Égyptiens, Napoléon ne veut pas se positionner en conquérant, mais en libérateur du peuple face aux Mamelouks, ceux qui ont le pouvoir en Égypte. Comme quoi l'art de la guerre comme de la politique sont des affaires d'image. Napoléon le sait bien. Il tient à contrôler l'image qu'on se fait de lui. Pour y arriver, Bonaparte est conciliant avec l'islam. Il se rapproche des notables musulmans et organise une fête pour l'anniversaire de Mahomet. Pour mieux comprendre l'Égypte et l'islam, Napoléon se fait traduire un exemplaire du Coran et demande à ses hommes le respect de l'islam et des femmes musulmanes. Ce rapprochement avec le peuple égyptien n'empêche pas que la campagne militaire soit un désastre pour l'armée française.
Napoléon s'arrange pour que la nouvelle de ses défaites ne se sache pas en France. On ne dit donc pas un mot sur ses échecs, ce qui explique que dans les journaux français, on ne fasse pas mention des défaites napoléoniennes. Un jour, Napoléon est informé que la France est entourée par des armées d'Europe, ce qui le motive à revenir rapidement en France. À bord d'une frégate vénitienne, il laisse donc son armée en Égypte avec des ordres pas très clairs sur la marche à suivre pour ce qui est des négociations de paix. À son retour de sa campagne en Égypte, Napoléon est considéré comme l'homme qui a vaincu le pays des pharaons et celui qui a maté l'Empire ottoman, même si la réalité en est tout autrement. Il ne lui faut pas plus d'un mois plus tard pour être à la tête de la France. La campagne d'Égypte est un parfait exemple de propagande parce qu'il s'agit d'un échec sur le plan militaire, mais d'une réussite sur le plan médiatique. Durant la campagne, la presse française n'a parlé que des victoires de Napoléon et jamais de ses défaites. On accueille donc le général en véritable héros. On ne cesse de l'acclamer. On va jusqu'à arrêter les représentations théâtrales pour l'accueillir. C'est dire le symbole de libération qu'il représente. Devant la peur des armées européennes qui entourent la France, des monarchistes qui veulent le retour d'un roi et des jacobins qui veulent asseoir la révolution, la République naissante se cherche un héros. Napoléon, qui contrôle son image médiatique à merveille, a tout pour incarner ce rôle. On se rappelle ses prouesses militaires en Égypte et en Italie, ainsi que les émeutes à Paris où il ordonne à ses hommes de tirer sur des monarchistes. Après l'Italie et l'Égypte, Bonaparte se donne la mission de réformer la France. Il se rapproche d'hommes puissants qui veulent organiser rien de moins qu'un coup d'État. Le coup d'État du 18 Brumaire n'est pas pensé par Napoléon, mais c'est lui qui l'exécute. Toutefois, il est clair que Bonaparte a l'intention de s'emparer du pouvoir. Le coup d'État se fait sans qu'il y ait mort d'homme. C'est dire à quel point on ne veut plus reproduire l'époque de la Révolution française, mais aussi que Napoléon protège son image plus que jamais, lui qui s'approche du pouvoir alors qu'il n'a aucune expérience politique. Après le coup d'État, le pouvoir prend la forme du consulat et se divise entre 3 hommes, dont Napoléon est à la tête. Le consulat repose sur la séparation des pouvoirs, même si Bonaparte possède le pouvoir exécutif et nomme lui-même les membres des assemblées. Sous cet angle, le régime en apparence républicain se rapproche de l'autoritarisme. Toutefois, Napoléon a souvent recours au plébiscite pour donner une voix à la population. Les années du consulat sont des années de réforme où Napoléon modèle la France d'aujourd'hui. En effet, notre monde contemporain doit beaucoup au consulat. Jusqu'à la campagne d'Égypte, Napoléon porte les cheveux mi-longs. Quand il prend le pouvoir, il opte pour un changement capillaire. Ce banal changement de coupe de cheveux se veut comme un renouveau. Lorsque Bonaparte prend le pouvoir, il opte également pour la simplicité vestimentaire et aborde souvent du rouge comme le faisaient autrefois les empereurs romains. C'est dire à quel point l'Empire français est en germe. Napoléon n'est plus un guerrier, c'est un dirigeant. Devenant premier consul, Napoléon a déjà une certaine idée de la France qui s'articule autour de 3 objectifs clairs. Premier objectif, réconcilier les Français. Les partisans d'une France monarchique et ceux d'une France républicaine, ainsi que les cléricaux et les anticléricaux, s'entre-déchirent. Deuxième objectif, rétablir l'ordre. Après 10 ans d'instabilité politique, Napoléon cherche un consensus politique et administratif tout en conservant les acquis de la Révolution. Troisième objectif, créer un État de droit. Allant de soi avec les idées de la Révolution, un État de droit permettrait sans doute de calmer les tensions sociales. Voici donc les 3 objectifs que se fixe Napoléon lorsqu'il arrive au pouvoir. Réconcilier les Français, rétablir l'ordre et créer un État de droit. C'est bien beau, mais comment on fait ça? Quand il devient premier consul, Napoléon se positionne en réconciliateur de la France et met en place ce qui sera plus tard appelé le bonapartisme. En 1799, la France est en effet divisée entre la gauche, avec les jacobins, et la droite, avec les monarchistes. Pour tomber dans les bonnes grâces de la droite et la gauche, Napoléon fait plaisir à la droite en ramenant un système dirigé par un seul homme. La gauche n'est pas en reste, puisque Napoléon recourt à la démocratie grâce au plébiscite. Ainsi, Bonaparte unit la droite et la gauche, malgré ce qui les oppose. On appelle ce concept le centrisme par addition des extrêmes, soit les extrêmes de la gauche et de la droite. Ces extrêmes sont bien entendu du point de vue idéologique. À force de vouloir réconcilier la droite et la gauche, Bonaparte crée et lègue à la France l'idée du centre politique. Cette pensée politique nationaliste française qu'on appelle le bonapartisme est aujourd'hui vue comme de droite, mais elle serait dans les faits plutôt de centre. Quand Bonaparte prend le pouvoir, les coffres de l'État sont vides. C'est tout un défi pour un homme qui désire une stabilité économique. Pour remédier à la situation, Napoléon y va d'une série de mesures dont la création de la Banque de France. Il instaure également le franc germinal, une monnaie qui restera en vigueur jusqu'en 1914.
Pour créer la structure financière et judiciaire du pays, Bonaparte voit en la centralisation un outil important afin de conserver une mainmise sur tous les dossiers. Aujourd'hui, on dirait que Napoléon est workaholic. Oui, Bonaparte est un véritable bourreau de travail. Il a la réputation d'engloutir ses repas rapidement pour travailler sur ses dossiers. D'ailleurs, qu'est-ce que ça mange un chef d'État français au début du 19e siècle? Napoléon aime beaucoup la volaille. Deux de ses repas favoris sont la timbale de macaroni et le poulet marengo. Il aime aussi l'agneau à la Richelieu, ça c'est aromatisé aux pommes et à la cannelle, et il garde un beau souvenir des dattes qu'il a pu manger durant sa campagne d'Égypte. Pour ce qui est de la boisson, il a un penchant pour le vin de Chambertin et le cognac. Du cognac. Au cours de son règne, mais surtout lorsqu'il arrive au pouvoir, Napoléon est souvent la cible d'attentats. On sépare les groupes organisant les attentats à son égard en deux. Il y a les royalistes fidèles à Louis XVIII et généralement subventionnés par des Anglais. Il y a aussi les jacobins qui défendent les idées de la Révolution dont la liberté et l'égalité. Devant les nombreux attentats contre sa personne, Napoléon crée ce qui s'apparente à un état policier. Il craint avant tout qu'un attentat contre sa personne lui soit fatal. Pour arriver à cette surveillance accrue, Napoléon s'appuie sur Joseph Fouché. S'il y a un point en commun entre Bonaparte et Fouché, c'est leur obsession pour la surveillance. La vision des deux hommes étant similaire, les prémices d'un état policier peuvent se mettre en place. En 1802, Napoléon devient premier consul à vie, c'est-à-dire qu'il conserve son titre jusqu'à sa mort. C'est par un plébiscite qu'il demande à la population de lui donner ce rôle. Le 29 juillet 1802, les résultats du plébiscite ne démentent pas. Seulement 8374 personnes s'opposent à ce qu'il devienne premier consul à vie. Et combien de gens ont voté? 3 577 259 personnes. Napoléon devient donc premier consul avec l'appui d'une grande majorité des électeurs. Napoléon est le chef d'État français qui rétablit l'esclavage. Une personne qui tiendrait sous silence cette information ou tenterait de l'amoindrir ferait preuve de malhonnêteté intellectuelle. Napoléon rétablit l'esclavage. Ne tentons pas de l'excuser d'une quelconque manière. C'est un acte horrible pour les communautés des colonies françaises qui vont en souffrir. Il demeure cependant important de voir cet événement dans un ensemble en étudiant la société française de l'époque et d'enlever nos lunettes contemporaines. À l'époque de Bonaparte, il y a un lobby fort demandant le retour à l'esclavage alors que d'autres demandent les fins des politiques esclavagistes. Quand la loi est votée, il y a tout de même plus de 60 députés qui votent contre le retour de l'esclavage. Le 20 mai 1802, l'esclavage est donc restauré dans certaines colonies dans une perspective d'épanouissement économique des colonies françaises. L'esclavage est avant tout vu comme une force de travail. Puisque Joséphine et sa famille viennent de la Martinique, on accuse souvent la femme de Napoléon d'avoir mis de la pression sur son mari pour qu'il rétablisse l'esclavage. Rien dans les documents officiels de l'État, ni dans la correspondance de Joséphine, atteste la chose. À travers l'histoire, plusieurs événements choquants sont attribués à tort à des femmes. On le doit à un sexisme sociétal à travers les époques. En 1802, ça fait un moment que Bonaparte veut reconstituer les colonies françaises afin de réaffirmer la puissance de la métropole. Sans oublier que certaines colonies s'avèrent très lucratives. La même année que le rétablissement de l'esclavage, Bonaparte envoie une armée de 35 000 hommes à Haïti pour remettre sur pied la colonie en rébellion depuis la Révolution française. Au départ, c'est pour rétablir l'ordre que l'armée est envoyée à Saint-Domingue. La reconquête est un désastre pour les Français, en grande partie à cause d'une épidémie de fièvre jaune. À la fin du mois d'octobre 1802, sur les 35 000 soldats français, il ne reste plus que 4 000 soldats en état de combattre. Haïti devient indépendante en 1804. Pour empêcher qu'éclatent d'autres rébellions d'esclaves dans les colonies des Caraïbes, les États européens coupent ou limitent les échanges économiques avec Haïti. Cette mesure appauvrit Haïti, ce qui mène le pays à devenir l'un des plus pauvres au monde. La pauvreté haïtienne du 20e et du 21e siècle est donc en partie due à une volonté occidentale de les isoler du reste du monde. Quittons Haïti pour se rendre un peu plus au nord, en Louisiane. Ramener la Louisiane dans le fleuron français fait partie de la stratégie de Bonaparte pour restaurer la grandeur des colonies françaises d'Amérique centrale. Pour arriver à ses fins, Napoléon projette l'invasion de la Louisiane, mais y renonce après l'échec d'Haïti. Finalement, Napoléon choisit la voie de la négociation avec l'Espagne pour voir le retour de la Louisiane dans les possessions françaises. Toutefois, la Louisiane ne demeure pas une propriété française bien longtemps, puisque la même année, Napoléon la vend à la jeune République fédérée des États-Unis. L'Assemblée nationale française, les autochtones du territoire et les colons français sont informés de la vente seulement après la signature officialisant le tout. À sa vente, la Louisiane fait plus de 3 fois la superficie de la France. Cette vente permet à Napoléon de financer la guerre en Europe
et de consolider les relations avec les États-Unis que l'on observe depuis la guerre d'indépendance américaine. Le coût de la vente est de 15 millions de dollars ou 80 millions de francs. C'est une somme qui paraît ridicule aujourd'hui. Rappelons le phénomène de l'inflation. Toutefois, il est vrai que le territoire est tout de même vendu pour presque rien à l'époque. Il s'agit d'une colonie peu développée et la France se trouve dans l'urgence de trouver des fonds pour subventionner la guerre. Quelques jours avant de devenir empereur, Napoléon met en place le Code civil qui régit la vie des Français. Le Code civil, aussi appelé le Code Napoléon, est un système de loi unique et applicable à tous. Il impose l'autorité du père au sein de la famille. On peut lire dans le Code civil que le mari doit protection à sa femme et la femme doit obéissance à son mari. C'est une hiérarchie de commandement qui ressemble à ce qu'on le retrouve dans l'armée. N'oublions jamais que Napoléon a une formation militaire, ce qui teintera la majorité de ses décisions politiques. Il interdit aux hommes de divorcer d'une femme de plus de 45 ans. À l'époque, il n'est pas anormal qu'un homme délaisse son épouse pour une femme plus jeune. Napoléon veut remédier à ce phénomène. Bonaparte fait adopter le Code civil sur ses territoires conquis sans l'adapter. Dépendamment du territoire, c'est parfois mal reçu. Par exemple, à Naples, la possibilité que le divorce soit possible fait scandale dans cette société très catholique. Après être devenu premier consul à vie en 1802, Napoléon multiplie rapidement les annexions territoriales, jouant avec le risque d'un retour à la guerre avec l'Angleterre. Il joue avec le feu, Napoléon. Le premier consul est un homme pragmatique. Durant ses conquêtes, Napoléon prend l'habitude de se convertir aux religions locales afin de ne pas se mettre les populations à dos. Napoléon dira de lui que c'est en me faisant catholique que j'ai gagné la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais un peuple juif, je rétablirais le temple de Salomon. Dans le but de freiner la politique expansionniste de Bonaparte, le Royaume-Uni déclare la guerre à la France en 1803. La France projette d'envahir l'Angleterre. Selon Napoléon, 3 jours, un temps brumeux et des circonstances un peu favorisantes peuvent faire de Napoléon le maître de Londres, du Parlement et de la Banque. Après la défaite de la bataille de Trafalgar en octobre 1805, Napoléon prend conscience qu'il ne pourra sans doute pas vaincre militairement les Britanniques. En 1806, l'empereur s'en prend donc à l'économie de l'Angleterre en organisant un blocus continental. Cette fermeture aux produits européens ne provoque pas l'effondrement de l'économie britannique. Au contraire, elle favorise son progrès. Privée d'échanges commerciaux avec l'Europe, l'Angleterre se tourne vers l'Amérique latine, la Méditerranée orientale et les colonies britanniques d'Amérique du Nord. Au sein de l'Europe, une grogne s'installe puisque les États se trouvent privés de produits britanniques. En France, plusieurs villes dont l'économie tourne autour des ports sont au bord de la ruine. Pour remplir les coffres et pour minimiser la contrebande, l'empereur accepte l'adoption d'un système de licences, d'importation et d'exportation. Dès que ce système voit le jour, le principe même du blocus continental est sapé. En 1804, Napoléon a la ferme intention de devenir l'empereur des Français. Je suis républicain. Oui, mais un empereur peut être élu de la même façon que les Césars l'étaient autrefois à Rome. Les Césars étaient élus par le Sénat. Moi, j'exigerais que ce soit tout le peuple français qui ratifie et approuve mon élection. Pour y arriver, il fait appel au plébiscite, un peu comme il l'avait fait dans le passé pour devenir premier consul à vie. Sur les 3 524 254 suffrages exprimés, on compte seulement 2579 voix contre. Quand Napoléon s'empare de l'Espagne, il veut placer son frère Joseph sur le trône espagnol. Dans un élan nationaliste, l'Espagne se retourne contre la France, qui n'est plus perçue comme un peuple libérateur. L'Espagne mène aux soldats français une guérilla pour se libérer de ce voisin envahisseur. Les hommes de Napoléon sont contraints de reculer. La succession de défaites en Espagne sape l'autorité de l'empereur à l'international. Aux yeux de ses soldats, de l'opinion française et des cours d'Europe, Napoléon se dévoile comme étant incapable de mater l'Espagne. À la fin de sa vie, Napoléon avouera lui-même son échec en ces mots. « Cette malheureuse guerre d'Espagne m'a perdu. » Depuis toujours, Napoléon se sert des membres de sa famille pour asseoir sa notoriété et son pouvoir. Voyant l'Europe comme un échiquier où il faut placer les bonnes pièces, une fois un territoire vaincu, Napoléon installe un membre de sa famille ou un ami proche sur le trône de cette nouvelle possession. Cependant, la plus importante des manières d'assurer la dynastie des Bonaparte est que Napoléon ait un fils pour lui succéder. Avoir un fils est une obsession qui hante depuis longtemps Napoléon. Puisque Joséphine est mère de 2 enfants dû à son premier mariage, l'empereur commence à croire qu'il serait stérile, jusqu'au moment où au moins 2 liaisons lui donnent des enfants illégitimes. Sachant qu'il n'est pas stérile et que Joséphine est dans la quarantaine, Napoléon perd peu à peu espoir qu'elle lui donne un enfant. Quand elle atteint l'âge de 45 ans, l'empereur ne peut plus divorcer selon le code civil qu'il a lui-même instauré. Napoléon se retrouve donc dans une impasse.
La seule solution qui semble s'offrir à l'empereur est de contourner le code civil pour divorcer de Joséphine. Pour y arriver, il met en place une loi spéciale. Le divorce a lieu en 1809. L'année suivante, Napoléon épouse Marie-Louise d'Autriche. Elle est âgée de 18 ans. C'est un bon parti puisque ce mariage scelle une alliance entre la France et l'Autriche, ainsi qu'avec la prestigieuse famille des Habsbourg. Ce mariage fait de Louis XVI et Marie-Antoinette le grand-oncle et la grande-tante de Napoléon. C'est une anecdote très croustillante. Marie-Louise donne rapidement un fils à Napoléon. L'accouchement a lieu en mars 1811 avec difficulté. L'enfant survit presque par miracle. Ordonnance. Le canon, monsieur. 101 coups de canon pour saluer la naissance de mon fils. À vos ordres, sire. L'empereur fait tirer 101 coups de canon et la population célèbre la venue de cet héritier. On espère que ce nouveau-né sera porteur de paix. Dans les mois suivants, les relations internationales deviennent tendues, surtout avec la Russie. Après de mauvaises récoltes, s'ensuit une crise économique qui pèse sur la France. Les tensions internationales font courir des spéculations selon lesquelles Napoléon repartira bientôt en guerre. Les promesses de paix qui entouraient l'enfant sont déjà très loin. L'invasion de la Russie est considérée par plusieurs comme étant la grande erreur stratégique de Napoléon. Pour préparer son armée, Napoléon impose aux souverains européens vaincus de s'allier à la France pour attaquer la Russie. Au total, c'est près de 700 000 hommes qui forment la grande armée. En 1812, Napoléon envahit la Russie avec l'espoir d'une victoire rapide. Cependant, la campagne qui débute le 22 juin commence trop tard dans l'année. Ça jouera en défaveur de la grande armée qui goûte au froid et à la faim. Après tout, une armée de 700 000 hommes peut difficilement se ravitailler. Les Russes entraînent les Français de plus en plus profondément dans le territoire. La faim, la soif, le froid et les blizzards s'en prennent à l'armée française. Après être entré à Moscou, Napoléon repart à Paris en décembre, laissant derrière lui ses hommes. Finalement, la grande armée part en retraite sans avoir vaincu les Russes. En France, durant l'absence de Napoléon, le général Mallet met en place un coup d'État. Le 20 octobre 1812, le général Mallet annonce la mort de Napoléon, qui se trouve à être en campagne en Russie. Grâce à cette fausse nouvelle, Mallet s'empare d'une grande partie de la ville de Paris. Au retour de Napoléon, Mallet est arrêté et fusillé. Avec ce coup d'État raté et les défaites militaires de Napoléon, on sent bien que l'empereur est en déclin. En 1814, alors que Napoléon combat sur les champs de bataille, des armées ennemies profitent de l'absence de l'empereur pour prendre Paris. C'est le début de la fin. Napoléon et la famille Bonaparte sont déchus par le Sénat. Le fils de Napoléon est envoyé en Autriche où il est hébergé par son grand-père maternel, l'empereur d'Autriche. Il ne remettra jamais plus les pieds en France et ne reverra jamais son père. Le territoire français est réduit à ses frontières de 1792. Après son abdication et face à tous ses échecs, Bonaparte fait une tentative de suicide. Mais la dose n'est pas assez forte pour que ça lui soit fatal. Est-ce que Napoléon savait ou non que la dose ingérée ne le tuerait pas? Impossible à dire. On vous enjoint de quitter la France. Cependant, on vous accorde la souveraineté de l'île d'Elbe. C'est au large des côtes italiennes. Je connais. Un caillou. Napoléon Bonaparte caillou. Grotesque. Napoléon est exilé sur l'île d'Elbe. On autorise Napoléon à être le souverain de cette île et donc de se constituer une cour royale. Alors que Napoléon a perdu le pouvoir, une nouvelle personne prend la tête de l'État. Près de 25 ans après la prise de la Bastille et la mise à mort de Louis XVI, un Bourbon est de retour sur le trône de France. Louis XVIII devient roi de France. Louis XVIII, d'ailleurs, se trouve à être le frère de Louis XVI. Confiné sur l'île d'Elbe, Napoléon est séparé de sa femme et de son fils, qui se trouvent en Autriche. En revanche, Laetitia, la mère de Napoléon, rend visite à son fils. C'est sur l'île d'Elbe que Napoléon apprend la mort de Joséphine. La nouvelle l'attriste au plus haut point. Napoléon noie sa peine dans les soirées mondaines qu'il organise. Par contre, Napoléon ne perçoit pas la rente qu'on lui avait promise avant son exil. Le 26 février 1815, Napoléon profite de la tenue d'un bal masqué pour s'échapper de l'île à bord d'un navire nommé l'Inconstant, et où se trouvent 700 hommes. Après avoir fui l'île d'Elbe, Napoléon est pourchassé par l'armée française que Louis XVIII lance aux trousses de l'empereur déchu.
Bonaparte réussit à rallier ses soldats pourtant chargés de l'arrêter. Lorsqu'on demande à faire feu sur l'empereur, aucun soldat ne tire. L'allégeance de l'armée française est toujours envers Bonaparte. Bonaparte revient donc à Paris avec une armée et reprend le trône de France. Alors tout est fini, n'est-ce pas? À lui tout seul, il a repris la France. Qui eût pu l'imaginer? Dès sa reprise du pouvoir, Napoléon assure aux monarchies européennes qu'il veut la paix. Méfiant, les chefs d'État anticipent le pire avec le retour de Bonaparte. On cherche donc à nouveau à renverser Napoléon. Le sort de Napoléon se joue à Waterloo, en Belgique. Les troupes alliées étant en hauteur, surveillent les mouvements des Français sans être vues. Lorsque l'attaque française débute, elle se désorganise et se ralentit à cause des terrains boueux dus aux fortes pluies de la veille. Il ne faut pas oublier que le carré anglais est une stratégie qui démontre son efficacité lors de la bataille. C'est quoi le carré anglais? C'est simplement une infanterie disposée en forme de carré. Sentant la défaite, les Français battent en retraite vers la fin de la journée. Napoléon ordonne une formation en carré pour assurer sa propre sécurité pendant la retraite. Au final, la bataille fait des milliers de morts dans chacun des camps et Napoléon est fait prisonnier. Le 18 juin 1815, au terme d'une éprouvante bataille en Belgique, les armées anglaises et les Prussiens mettent en échec Bonaparte et mettent un point final aux guerres napoléoniennes. Devant les monarchies européennes, Napoléon perd une seconde fois. Après sa défaite à la bataille de Waterloo, Napoléon est exilé sur l'île Sainte-Hélène, un territoire britannique qui, à environ 2000 km des côtes africaines et à une distance similaire du Brésil, se trouve beaucoup plus isolé que l'île d'Elbe. Quoi qu'il en soit, Napoléon croit que les Anglais vont se lasser de le surveiller et qu'il sera éventuellement envoyé en Amérique ou dans les campagnes anglaises. Là-dessus, l'empereur déchu se trompe. Vers la fin des années 1810, Napoléon veut que ses mémoires soient rédigées. Pour y arriver, il fait appel à Emmanuel de Lascaz. Le livre, intitulé Le Mémorial de Sainte-Hélène, sera publié quelque temps après la mort de Napoléon. Ce livre ne représente pas réellement qui a été Napoléon. C'est plutôt une glorification de l'homme qu'il a été. On le dépeint comme un libéral, alors que Napoléon n'a rien à voir avec le libéralisme. Il faut tout de même reconnaître qu'il est contre la confessionnalité et pour les propriétés individuelles. Sans doute que Napoléon veut s'inscrire dans la prospérité, quitte à déformer un peu son image pour représenter un homme français moderne. N'oublions pas que chez Napoléon, toute sa vie a été une histoire d'image. En 1821, loin de sa famille, loin de l'Europe, loin de l'empereur tout-puissant qu'il a été, Napoléon meurt probablement d'un cancer de l'estomac. L'autopsie de son corps n'empêche pas que la mort de l'empereur déchu soit la cible de plusieurs théories du complot, dont la plus répandue avance qu'il serait mort empoisonné au cyanure. Plusieurs Français croient aussi que la mort de Napoléon est un mensonge. Certains ne font tellement pas confiance en le gouvernement qui succède à Bonaparte qu'on va jusque-là. Laetitia Bonaparte, la mère de Napoléon, est également convaincue que son fils n'est pas mort, puisqu'elle croit qu'il n'est jamais allé à Sainte-Hélène. Puisque selon elle, puis là, attache ta tuque avec la broche, ça va être bon. Elle croit que Napoléon aurait plutôt été enlevé par des anges sur ordre de la Vierge Marie. Rien de moins. Lorsqu'elle apprend que son fils est réellement mort, elle tombe dans ce qui pourrait être une dépression. Après sa mort, Napoléon prend possession d'un nouveau royaume, celui de la mémoire collective. Aujourd'hui, Napoléon demeure l'un des personnages historiques préférés des Français qui mettent de l'avant ses hauts faits en oubliant volontairement ou non ses parts d'ombre. Dans le reste de l'Europe, on voit plutôt Napoléon comme un conquérant sans pitié, un tyran. Quoi qu'il en soit, la vie du général corse devenu empereur et mourant loin de ses proches sur une île paradisiaque fascine et contribue à la création du mythe napoléonien. Au 21e siècle, deux visions de Napoléon s'affrontent, celle du réformateur qui a légué le code civil et celle du tyran esclavagiste et misogyne. Bien sûr, comme toujours, il ne faut pas oublier de ne jamais juger le passé en le comparant au présent. Napoléon est le dernier personnage historique qui n'a pas été photographié. Ce détail peut sembler anodin, mais participe au mythe napoléonien, puisque nous n'avons aucune image exacte du physique de l'empereur, hormis les peintures qui peuvent bien trafiquer certains traits. Au 20e siècle seulement, Napoléon est apparu plus de 1000 fois au cinéma. Il est donc l'homme ayant apparu le plus souvent au 7e art. Décidément, Napoléon est une figure importante de l'histoire. Chateaubriand dira « Vivant, Napoléon a manqué le monde. Mort, il le conquiert. » Comme si l'empereur avait échoué dans la vie, mais réussi dans la mort à devenir plus qu'un homme. Par son ascension, ses victoires et sa chute puis son exil, Napoléon Bonaparte devient un mythe vivant.